Bonjour tout le monde. Une petite capsule concernant les problèmes neurologiques. Donc, c'est une présentation PowerPoint qu'on a fait, en fait, que Serge avait fait et que l'équipe enseignante a poursuivi dans la même veine. Alors, je vous propose quelques éléments importants dans votre analyse avec les problèmes neurologiques. Passer. Donc, dans l'appréciation de la scène, oubliez jamais, donc on a 6 éléments là ici à prendre en considération. Donc, éliminer les traumas potentiels, considérer la possibilité toujours de problèmes infectieux, puis et de s'habiller en conséquence. Souvent, c'est oublié. On a un petit peu une vision tunnel parfois. On entre, on va voir le patient. Mais si on avait posé quelques questions au départ, souvent, on va prendre un habit de protection qui va être plus important. Donc, ceci étant dit, c'est important pour les problèmes infectieux. Observez la luminosité, regardez autour à quel endroit vous êtes exactement. Donc, appréciez la scène, l'environnement, les évidences, est-ce qu'il y a des signes d'hypoxie, état de choc, etc. Donc, des intox. Donc, ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, dans l'impression générale avec les troubles neuro, qu'est-ce que vous observez? La position du patient. Comment est sa respiration? Quelle est la qualité de sa respiration? Est-ce qu'il est en détresse respiratoire? Hein? On a difficulté respiratoire, mais une détresse, mais là, souvent, ça nécessite que rapidement, on mette en œuvre pour que la personne elle puisse bien respirer. Circulation, signe classique de l'état de choc, état de conscience, convulsion. Pardon. Ici, ben, l'impression générale, donc, de bien regarder est-ce qu'il y a une possibilité d'intoxication psychotrope. Si c'est le cas, la police. Hein, la police devrait être appelée sur place pour votre protection personnelle. Risque infectieux, protection personnelle, donc c'est vraiment important. Maintenant, au niveau de la recherche de la plainte principale, vous savez, là, souvent on va poser la question, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'est présenté? Est-ce que vous voyez des troubles d'élocution chez le patient ou s'il y a des témoins sur place de les questionner? Est-ce qu'il y a eu des contacts à risque avec une personne infectée ou une suspicion de méningite, par exemple, autour? Donc, c'est toujours des questions qu'on peut aller aborder. Et les réponses attendues, ben, est-ce qu'il y a une histoire de paralysie? On se fait dire que la personne a une céphalée, paresthésie, paralysie, comme on a dit, trouble de langage, ou simplement un patient qui est inconscient, mais qu'on a une histoire qui pourrait nous amener aux problèmes neurologiques. Ici, dans l'analyse de la plainte principale, est-ce qu'on a une altération de l'état de conscience et une dyspnée associée? Associé à une céphalée, une paralysie, est-ce qu'on a des convulsions, de la confusion, un contexte infectieux avec hyperthermie, en lien avec une consommation. Donc ça, là, c'est tous des éléments qu'on veut aller chercher, qu'on veut aller voir. Donc moi, souvent, ce que je mentionne, c'est en interprétation ou en évaluation, j'ouvre une porte à quelque part. Exemple, le contexte infectieux. Ah non, on n'a pas d'histoire de fièvre, on confirme, je referme ma porte, j'ouvre la porte ailleurs. Consommation, est-ce que des possibilités? Ah oui, parfait. Je vais poser davantage de questions sur cet élément-là. L'impression générale aussi, donc on veut chercher certains éléments. Bon, est-ce que le patient peut être épileptique? A-t-il des problèmes endocriniens avec ses électrolytes? Convulsions? Y a-t-il eu des histoires de convulsions, des drogues opiacées? Est-ce que le patient sait si son taux d'urée dans le sein est augmenté? Est-ce qu'il y a eu une histoire de trauma, toxines, de l'alcool, anaphylaxie, des problématiques au niveau de l'insuline, infarctus myocarde, infection, etc. Donc, ce sont tous des avenues qu'on peut aller visualiser, qu'on peut aller voir s'il y a quoi que ce soit qui pourrait nous donner une piste vers un trouble neurologique. Dans l'appréciation primaire, là, B, C, D, bon, ce qu'on veut voir, là,
je, je ne doute pas que vous êtes tous capables de faire un A, B, C, D, E. Alors, dans le B, est-ce que le patient présente une détresse? Est-ce que sa saturométrie correspond entre 94 et 98? Ou est-ce qu'elle est à 88? Est-ce que c'est quelqu'un qui est MPOC? Est-ce qu'on doit lui donner un apport en oxygène? Donc, vous pouvez valider ça. Est-ce qu'il nécessite une assistance respiratoire ou ventilatoire? Pour l'hyperthermie ou signe de choc en tant que tel, bon, ben, est-ce que je dois couvrir mon patient parce qu'il est en choc, par exemple? Est-ce que je dois mettre le monitorage? Est-ce que je dois penser au 12D? Éventuellement, y a-t-il une histoire de syncope, de faiblesse soudaine, de patient en haut de 65 ans? Est-ce que j'ai une surveillance à faire, du monitorage pour voir est-ce qu'il y a des petites arythmies, etc. Donc, RCR, défibrillation, bien sûr, au besoin. Je reviens un peu sur les verdicts de stabilité. Donc, c'est plus pour vous garder ça en tête, hein, toujours au niveau médical. Est-ce que mon patient est stable, potentiellement instable ou instable, potentiellement instable ou instable? Ouf, c'est pas facile à dire cette phrase-là tout d'un coup. Alors, c'est ça, de revenir un petit peu sur vos critères. Qu'est-ce qui fait qu'on va partir davantage en urgence avec le patient, en immédiat ou en non urgent? Donc, si vous avez les critères de patient instable, pour revenir là-dessus. Donc, ça, c'est des questions aussi en laboratoire qu'on va souvent vous demander. Maintenant, ici, on a les patients potentiellement instables qui vont être transportés en immédiat. Hypothèses. Maintenant, les hypothèses probables. Donc, avec les troubles neurologiques, est-ce qu'on a une altération de l'état de conscience et dyspnée? Est-ce que, hypothèse probable, obstruction des voies respiratoires? Est-ce que ça pourrait être un problème cardiaque? Syndrome coronarien aigu, arythmie, ACR, hypoxie, hypercapnie, embolie pulmonaire, altération d'état de conscience, céphalée, déficit neuro. On pourrait avoir un AVC, un ICT, une HSA, une méningite, si hyperthermie. Si on a un portrait altération d'état de conscience et convulsion, est-ce qu'on peut aller vers le traumatisme crânien, TCC, l'épilepsie, l'état fébrile? Si l'altération de l'état de conscience et troubles de comportement, donc éliminer troubles psychiques prioritaires, l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, histoire d'intox, état psychotique. Donc, on veut souvent éliminer une des causes probables, la glycémie. Donc, de vraiment prendre la glycémie pour éviter qu'on passe à côté d'une hypoglycémie. Donc, ça, c'est important de le faire. Puis, ça prend pas de temps de prendre une glycémie. Ça se fait très rapidement. Parfois, votre TAP 2 doit aller chercher des choses dans le véhicule. Mais dans ce temps-là, vous avez le temps en masse de faire une glycémie. Puis d'avoir le résultat. OK. Je passe ici. OK. Dans les signes vitaux peuvent vous indiquer beaucoup de choses aussi dans l'analyse. Et c'est ça que vous devez, naturellement regarder. Est-ce que j'ai une tachypnée, une bradypnée, une bradycardie? Est-ce que ma tension artérielle est très haute ou très basse? Donc, on doit valider ces éléments-là. Bien sûr, on modifie nos hypothèses selon notre évaluation physique, notre évaluation des signes vitaux. Donc, c'est en constant changement pour en arriver normalement à une, deux, là, des hypothèses probables. Les verdicts, on en avait parlé tout à l'heure. Le verdict peut changer tout au long de l'intervention, hein, ne l'oubliez pas. Votre patient peut être stable et éventuellement être instable par la suite, dû à un changement de l'état de conscience ou autre dans ces signes vitaux. À quoi sert l'émission de l'hypothèse la plus probable? Bien, en fait, plus vous prenez votre entonnoir, vous avez plusieurs hypothèses et plus on descend, plus on resserre vers quelque chose de spécifique. Et par la suite, on choisit le ou les bons protocoles cliniques qui vont être appropriés à la situation de ce patient-là. On ne cherche pas à faire de nous des médecins, mais on cherche à faire de nous des gens qui sont capables de trouver l'hypothèse la plus probable et le protocole qui va être associé avec. Donc,
Si votre patient, par exemple, montre des signes d'épuisement respiratoire, ben, il faut prioriser la gestion de la respiration puis la traiter. Vous suspectez un état de choc, ben, c'est avec Med5 en choc non traumatique. Tout à l'heure, je parlais de la difficulté respiratoire, ben Med8. Est-ce qu'on va avoir du Réa9 aussi? Peut-être. Vous soupçonnez l'état de choc. L'état de choc, oui, j'en ai parlé. La réaction anaphylactique avec Med17. Donc, la réaction anaphylactique. Est-ce qu'on doit donner de l'épinéphrine? Donc, voilà, à réfléchir. Pardon, vous soupçonnez un problème cardiaque. Si histoire de syncope, pensez à perte de conscience, syncope, TEC 11 pour l'ECG. Donc, j'ai fait un petit rappel ici de l'ECG. N'oubliez pas que dans les bulletins cliniques, ça fait seulement peut-être un an et demi là, que c'est changé légèrement. Donc, pas nécessairement la technique de 12D. Ça va bien. Mais l'autre, OK, on la voit pas ici. Donc, la technique NEP, qui est l'autre méthode conventionnelle. Donc, souvent, on va mettre les 4 premières électrodes aux extrémités. Mais si cela ne fonctionne pas, on va y aller avec la technique NEP. Vous rappelez-vous? Sur les bras et l'autre en dessous du nombril. Donc, sinon, allez voir votre protocole. Ça va vous aider pour le revoir. Donc, TEC 10. Ici, votre patient a convulsé, Med7. Donc, je vais voir, est-ce qu'il y a besoin d'oxygénation? On doit le considérer toujours en ACR quand il est en convulsion. Lorsqu'il termine les convulsions, on réévalue l'état du patient à la base et on donne les soins appropriés. On n'oublie pas de considérer l'hypoglycémie en tout temps dans ces situations-là. Si votre patient souffre d'une céphalée, une céphalée assez importante, bien, on a Med4. Bien sûr, on oxygène selon TEC 10 maintenant, donc on n'oublie pas que TEC 10, on ne donne plus d'oxygène d'emblée à presque tous les patients. Donc, le protocole étant changé, on doit s'habituer à ces nouvelles lignes directrices. Alors, on met moins souvent de l'oxygène chez les patients, bien sûr. Considérer l'hypoglycémie, oui, bon, ben ça, on le répète souvent, hein? Considérer l'hypoglycémie dans tout ce qui est troubles neurologiques, là, bien sûr, c'est une grande partie à éliminer. Si, par exemple, votre patient souffre de troubles de langage, paralysie, paresthésie, on va s'enligner vers Med 14, vers ce protocole-là. Encore, éliminer l'hypoglycémie. Et on voudrait dépister un patient en AVC probable. Est-ce que c'est un candidat à la thrombolyse ou à la chirurgie endovasculaire? Pour traitement, ben, j'avais remis ici encore l'échelle de Cincinnati. Je vous avais tantôt, dans une autre capsule, là, je vous montrais que dans le brio, il y a des belles vidéos sur l'échelle de Cincinnati avec un patient qui était assis ou couché. Comment vous pouviez faire l'échelle de Cincinnati? Alors, c'est bon à aller revoir. On va l'avoir. Alors, ça va. On en a parlé. Puis, ça va. Complications anticipées. Donc, des complications qu'on peut avoir avec des troubles neurologiques, on parle souvent d'hypoglycémie, justement, hypoventilation, hypoxie, hypoperfusion cérébrale et hypertension intracrânienne. Donc, c'est des menaces vitales que vous pouvez avoir, donc les complications. Alors, si on vous dit, là, par exemple, vous traitez un patient, vous arrivez dans l'ambulance, prenez vos signes vitaux, on part, c'est un patient qui est instable, on s'en va en urgence à l'hôpital. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dire, ben, il y a des possibilités, il pourrait avoir des complications. Quel type de complications? Ben, une hypoventilation, le patient a une bradypnée, donc gérer avec l'assistance ventilatoire. Je pourrais avoir une augmentation de l'hypertension intracrânienne, donc ce serait une des possibilités que vous pourriez nommer. Ici, surveillance clinique, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit valider? Et voici les références. Alors, ça résume un petit 15 minutes, en fait, pour cette présentation-là. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sans problème et on va se voir bientôt au laboratoire, donc après la semaine de lecture.